Bonjour, cette vidéo est la première d'une série que j'aurais pu intituler Et Kasparov vacilla. C'est-à-dire en fait c'est une vidéo consacrée à Garry Kasparov, en tout cas une série de vidéos consacrées à Kasparov, et sur des parties cruciales qui sont peut-être pas forcément toutes connues d'ailleurs, en tout cas toutes régulièrement citées, où sa carrière a failli basculer ou a basculé, d'ailleurs par le scénario et le résultat qui s'est produit. Alors je commence par la plus récente de ces parties et celle qui, entre guillemets, a le moins pesé rétrospectivement, puisque c'est la quatrième partie du match qu'il a opposé à Vladimir Kramnik en 2000, le match qui lui a coûté, entre guillemets, le titre mondial. Alors pourquoi j'ai choisi ça? Parce que là, j'ai voulu me remettre dans le contexte, remettre dans le contexte cette partie, euh, puisque Vladimir Kramnik avait gagné la deuxième partie avec les pièces blanches. Il avait annulé, grâce à la berlinoise, les premières et troisième parties, et que cette partie-là, vous allez voir, allait mal se passer pour Garry Kasparov, et que s'il avait perdu cette partie, on aurait pu dire que le match était presque terminé, en tout cas aurait été très très difficile, même si c'était au meilleur des 16 parties, être mené 3 au bout de 4 confrontations face à un joueur quand même difficile à battre pour en tout cas comme Kramnik, saurait plier le match. Alors voilà, c'est un peu Kasparov vacilla avec en se mettant dans le contexte de l'époque, sans savoir évidemment que la suite allait confirmer entre guillemets la domination de Kramnik dans ce match. Donc Kramnik allait blanc, Kasparov allait noir, D4, D5. Donc là, Kasparov abandonne la Grunfeld qu'il avait joué dans la deuxième partie et qui s'était finalement mal terminé, même si l'ouverture n'était pas responsable. Il joue le gambit dame, donc c'est un premier succès pour Kramnik et Kasparov est déjà obligé de d'adopter une deuxième ligne défensive. C4, D prend C4, et là une deuxième surprise, Kasparov qui joue le gambit dame accepté, là, dont j'ai pas souvenir qu'il l'ait joué, alors il a peut-être joué au cours de sa carrière, mais pas à ce niveau de la compétition. En tout cas, peut-être contre Karpov en 84, mais j'ai pas de mémoire de gambit dame accepté dans le championnat du monde de 84. En tout cas, jouer le gambit dame accepté, oui, peut-être qu'il l'a joué quelques fois, mais c'est quand même pas du tout son arme et c'est pas du tout son style que de jouer cette variante qui est réputée plutôt pour jouer pour la nulle. Évidemment, Kramnik ne va pas jouer des lignes agressives à base de 2-4, il va jouer la ligne solide, cavalier F3, E6, E3, C5, fou prend C4 à 6, petit roc, cavalier F6. Kramnik est un joueur plutôt plus positionnel, un joueur qui justement ne cherche pas les grosses confrontations tactiques, et c'est ce qui avait justifié d'ailleurs l'usage de la défense berlinoise avec le succès qu'on connaît. Et c'est pour ça aussi qu'il joue D prend C5, qui amène à l'échange des dames. Dame prend, tour prend, fou prend C5. Donc là, vous voyez que la position elle est parfaitement symétrique. Il n'y a pas d'avantage. Hein. Les blancs n'ont pas d'avantage si ce n'est le trait. Mais c'est le genre de position qui peut être gênant. Voilà, parce que vous avez quelqu'un qui aime bien ce genre de situation, c'est Kramnik face à un joueur qui certes sait très bien les jouer, Kasparov, mais dont c'est moins le style. Donc il peut y avoir à un moment donné une forme d'impatience qui peut peser. Cavalier BD2, cavalier BD7. Bon, on préfère d'abord jouer B6, puis fou B7. Hein, voilà, fou E2, fou B7. Le cavalier restant en D7. Mais ça, finalement, ça transpose quasiment dans la partie. Fou E2. Alors ce retrait, il faut l'expliquer parce qu'on dirait mais pourquoi replie-t-il le fou en E2? Bah parce qu'en C4, le fou n'est pas si bien placé que ça, parce qu'il vise une diagonale
où il peut pas vraiment agir, la diagonale à 2G8, et puis en E2 il libère la case C4 pour le cavalier, donc la tour en D1 va pouvoir trouver évidemment un peu d'activité. Kasparov joue B6, alors sur B5 il est possible que le coup A4 soit problématique, puisque là on s'en prend au pion A, et les noirs n'auraient pas forcément un très bon choix à faire. Soit ils prennent en A4, mais là ils auraient un pion faible en A6, soit ils jouent B4 mais ils laissent la case C4, soit ils jouent tour B8 mais les blancs pourraient contrôler la colonne A. Donc Kasparov joue le coup B6 qui est plus modeste mais qui est aussi meilleur. Voilà, on va de toute façon installer le fou en B7 et on évite de trop se compromettre. Alors, évidemment, on peut s'attendre à cavalier C4 qui vise D6. Et là, on peut peut-être jouer fou B7 ou petit roc. Plutôt sans doute d'ailleurs fou B7 sur fou B7 et cavalier D4. Mais si on joue cavalier D6, bah, fou prend D6, tour prend D6, fou D5. Et vous voyez que là, il y a un petit problème pour les blancs, c'est la tour D6 qui est prise. Alors certes, après B3, cavalier E4, et bien les blancs doivent sacrifier la qualité. Voilà. Bon, après, fou B2, il y a sans doute des compensations, mais ça fait quand même qualité de moins. En tout cas, c'est pas forcément super. Après cavalier C4, fou B7, peut-être qu'on vise plutôt cavalier D4. Et là, les noirs peuvent roquer, je pense, tranquillement, ou jouer éventuellement fou D5. Kramnik, lui, choisit une voie différente, c'est cavalier B3. Cavalier B3, c'est évidemment pour attaquer le fou et vouloir échanger le cavalier contre le fou. Ça paraît pas quand même être la bonne case pour le cavalier, mais ça peut avoir un intérêt dans la mesure où le coup B5 que peuvent jouer les noirs aura aussi un inconvénient, c'est qu'il va créer des trous notamment sur la case A5. Mais en fait, Kramnik a une autre idée, une autre série d'idées plus subtiles. Fou E7, cavalier F3 D4. On attendait plutôt aussi cavalier B3 D4, qui pouvait être l'idée de cavalier B3, mais Kramnik a un plan qui consiste à limiter l'action des pièces noires, donc à essayer d'empêcher Kasparov de s'activer. Voilà. Fou B7, F3, c'est la pointe de cavalier B3 et cavalier F3 D4. On empêche les noirs d'occuper la case E4 et puis ensuite on va jouer après E4 ce qui va empêcher les noirs d'occuper la case D5. Petit roc. Alors, l'ordinateur lui propose G5 avec l'idée d'ouvrir la colonne G en se disant bah, la position après E4 G4, la position du roi noir n'est pas si mauvaise au centre, mais bon, disons que c'est vraiment un coup d'ordinateur. Alors peut-être que possiblement jouable, peut-être aujourd'hui il est jouable hein, par rapport même à l'époque où ce coup était joué, où cette partie a été jouée, mais bon, je sais pas, je sais pas quoi penser. En tout cas, il faut accepter ce genre de coup, et aujourd'hui, pousser G5, c'est pas un coup qui fait peur au grand maître. On peut aussi envisager de jouer tour C8, c'est-à-dire de retarder le roc, mais après E4, petit roc, fou E3, cavalier E5, tour C1, tour FD8, roi F2. Les blancs ont un petit avantage parce qu'ils ont plus d'espace et ils ont un petit peu plus d'activité. En tout cas, les pions de l'aile-dame sont des cibles qui peuvent poser problème. Là, possiblement que les blancs auront un plan pour jouer H3 F4 par exemple, pour évidemment chasser le cavalier de 5 et d'essayer de prendre position au centre. Quoique, évidemment, il faudra faire attention aux pions
au pion E4, ou alors, comme dans la partie, essayer de jouer G4 par exemple, H4, G4. Donc on revient à la partie, Kasparov joue petit roc, c'est un coup tout à fait valable. Alors soyons clairs, est-ce que les blancs ont l'avantage? Ils ont un très léger avantage, ils ont un avantage qui n'est pas énorme. La position noire est solide. Voilà, les faiblesses, la faiblesse ce serait B6, mais d'abord elle n'est pas attaquée, puis ensuite elle est bien défendue, et on voit pas trop comment Kramnik pourrait renforcer l'attaque. Faudrait qu'il joue fou E3, qu'il installe un cavalier en C4. Voilà, mais j'allais dire que c'est plus sur l'aspect, j'allais dire, psychologique et sur l'aspect de la confrontation des styles qu'on peut dire que les blancs se sentent mieux, parce que c'est pas le genre de position qui apprécie Kasparov, ça c'est clair, alors que Kramnik, lui, les apprécie davantage. Donc Kramnik joue E4, tour FC8, fou E3, roi F8, donc là les noirs pensent tout de suite à la finale. Et on est là, ici, on est dans une position qui a en fait déjà été jouée il y a quelques années plus tôt. Et les blancs avaient joué le coup roi F2, qui est un coup évidemment parfaitement naturel, mais les noirs avaient bien défendu par cavalier E5, cavalier D2, attention à la case C4, tour C7, cavalier D4 B3, tour C6, puisqu'il faut défendre B6, tour C1, tour C8, tour prend C6, tour prend C6, et les blancs n'avaient pas réussi à prendre l'avantage et la position en fait est égale. On voit le rôle de la tour en C6 qui défend B6. Le fait que le fou B7 soit bouché finalement n'est pas peut-être pas si important que ça, puisque de toute façon il est bloqué par le pion E4. Mais en tout cas le fou B7 défend le pion A6 et les blancs en fait n'ont pas de prise sur le camp adverse, et ça s'était terminé par une partie nulle. Kramnik, lui choisit autre chose et joue cavalier D2. Et le ballet des cavaliers qu'on a vu depuis le 11e coup continue. Le cavalier qui était en D2 qui va en B3, qui revient en D2 alors que l'autre cavalier va en D4. Maintenant il vise la case C4. Et Kasparov joue cavalier E5 qui est logique évidemment puisque il empêche cavalier C4. Alors on a proposé une suite qui est tour C7 avec l'idée cavalier C4, tour AC8, B3, B5, cavalier A5 et fou A3. L'idée de fou A3 étant d'empêcher les blancs de jouer tour C1. Sur fou C1, il y a fou C5. Et bon, voilà, alors je sais pas, c'est considéré comme étant une bonne possibilité, mais cavalier E5 est évidemment jouable. Et c'est la réponse à laquelle évidemment Kramnik s'attendait. Il y a cavalier D4 B3. Là, encore une fois, alors ce coup il est logique puisqu'on attaque le pion B6, mais on voit le balai des cavaliers de Kramnik qui doit commencer à énerver Garry Kasparov parce que il se dit que ces deux pièces-là arrivent à chaque fois à créer des menaces et à faire en sorte que sa position soit désorganisée. Parce que l'idée de Kramnik, c'est de désorganiser le placement des pièces noires et d'en profiter à un moment donné pour mener après une action plus concrète. Kasparov joue tour C6, qui est le meilleur coup. Tour AC1, tour C8, tour prend C8, tour prend C6, tour prend C6. Et là, Kramnik va passer à des opérations plus directes avec le coup G4. G4, ça prend l'espace, ça menace G4, G5, chasse le cavalier. Il pourrait suivre également le coup F4 qui va chasser le cavalier E5. Et donc il pourrait y avoir une persécution des cavaliers qui va donner à la fois un grand avantage d'espace à Kramnik, mais aussi qui va lui permettre d'attaquer par exemple d'autres faiblesses comme le pion B6. Kasparov joue H6. Alors, il aurait pu tenter de jouer
tour C2 qui contre-attaque sur B2. Après fou prend B6, fou cavalier C6. Tour B1, cavalier D7, fou E3, fou F6, roi F2, tour prend, fou prend, cavalier C4. C'est sans doute jouable, mais on voit bien quand même que les blancs sont un peu mieux parce que leurs pièces sont plus actives. Et on aurait une finale quand même assez intéressante, une finale où toutes les pièces mineures seraient là, mais où la faiblesse en A6 pourrait évidemment peser lourd dans la bagarre, sans que ce soit évidemment pour l'instant on peut parler d'avantage décisif. Mais c'est certain que c'est pas le genre de position que Kasparov aime, et il faut bien comprendre que si objectivement les noirs ont tenu le choc, Kasparov ne se sent certainement pas bien dans ce genre de position, et le fait d'imposer à l'adversaire des positions qu'il n'aime pas, eh bien c'est subjectivement un avantage qui est très concret, qui est important, parce que évidemment la probabilité de commettre des erreurs est plus grande. Kramnik joue H4, donc il continue, et là Kasparov joue fou C8. Alors, pourquoi il joue fou C8 c'est vrai que de toute façon, en fait, il veut sans doute contrôler, lutter pour la case F5, parce qu'en B7, on l'a dit, le fou sert pas à grand chose. En plus, la tour C6 bouche l'horizon du fou, mais que à un moment donné, il y aura G5, F4 et F5, et donc Kasparov anticipe possiblement la poussée F5 qui donnerait quand même un très très gros avantage d'espace aux pièces blanches. Kramnik pousse, H prend, cavalier F6 D7, F4, cavalier G6, cavalier F3. Et c'est la position finalement que les blancs espèrent, et ils ont quand même l'impression d'avoir un gros avantage parce que on voit les pièces noires qui sont complètement étouffées. Maintenant, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que il y a aussi est-ce que les noirs ont des faiblesses que les blancs peuvent attaquer? Il n'y a pas assez de faiblesses pour l'instant pour dire que les blancs ont un avantage important. D'ailleurs, aussi Kasparov avec fou C8 avait une autre idée. S'il n'y avait pas eu par exemple cavalier G6, si on joue cavalier D4, tour C7, fou H5, avec l'idée fou prend G6, et bien les noirs jouaient E5. Et après fou prend G6, il y avait E prend D4. Et là, vous voyez qu'évidemment, les blancs perdent une pièce. Donc là, le coup E5, c'est un petit coup de tactique qui permet aux noirs d'éviter certaines lignes. Là, dans cette position, Kasparov va se tromper. Il se trompe parce qu'il est sous pression et il sent logiquement qu'il faut qu'il réagisse. Mais il se trompe. Qu'est-ce qu'il fallait jouer? Soit éventuellement il fallait suivre la ligne, j'allais dire une ligne un petit peu à la Pétrosiane, de jouer roi E8, cavalier D4, tour C7, fou H5, cavalier F8. Là, excusez-moi, les blancs, les noirs serrent un peu les fesses, même beaucoup d'ailleurs. Ils se cramponnent, mais pour l'instant, il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture. Sur F5, peut-être qu'on pourrait même jouer G6 ou cavalier E5, même s'il faut faire attention. Mais F5, G6 et puis jouer cavalier E5. Attention quand même, dans cette situation, les pions blancs avancent, mais ils peuvent aussi créer de leur côté des faiblesses. Ou alors, après donc cavalier F3, envisager tour C7. Et si les blancs poussent, F5, E prend, cavalier E5, cavalier prend, fou F4, F6. Et on arrive quand même à bloquer à la fois les pions de l'aile droit et à tenir la position du cavalier E5.
Les blancs, s'ils veulent le chasser, devront l'échanger. Et ça peut tenir, effectivement. La position peut tenir. C'est pas évident, mais les noirs peuvent ensuite éventuellement lancer leur contre-jeu via tour C2. Là, Kasparov va jouer tour C2 tout de suite. Et c'est une erreur de calcul, mais c'est aussi une erreur due à la précipitation et sans doute à l'impatience de vouloir s'activer. Il se dit j'ai peut-être une possibilité de m'activer, sauf que avec le manque de temps qui commence aussi à jouer et cette impatience due à une position où Kasparov était passif, le champion russe saisit une occasion. Et ça a été souvent son problème, ça a été sa force aussi quand même, mais aussi quelquefois une faiblesse, c'est l'impatience. Le tour C2 me rappelle par exemple le tour C2 de la quatrième partie du match contre Karpov en 1985, une partie que j'avais analysée, où justement il s'était un peu précipité, et puis également un coup comme tour C2, c'était dans la septième partie du match de 84. Donc, où, alors qu'il était en train de desserrer les taux, il avait joué un coup actif précipité. Et là, on va avoir une séquence tactique. Voilà, on a été pour l'instant dans du jeu de manœuvre, dans du jeu de position, et là on va passer une séquence tactique. Donc là, on a une rupture en quelque sorte du scénario. Et quand on apprend juste Zeitnote, évidemment, c'est plus difficile à appréhender. Fou prend A6. Et oui, fou prend A6, tour prend D7, tour prend B2. Tour A7, menace tour A8. En plus de menacer le fou. Donc on joue en B5. Et là, F5. Kramnik pousse le pion. Et il compte sur le fait que le roi noir est bloqué sur la 8ème rangée. Il est en F8, ce qui fait que le coup tour à 8 échec est un coup qui est évidemment fatal dans ce genre de situation. Et là se pose la position du cavalier en G6 qui n'a pas de case de fuite. Mais Kasparov va trouver pour le moment une ligne qui lui permet de tenir le coup, mais en fait, en tout cas, de continuer la partie. E prend F5, E prend F5, tour E2, attaque le fou en E3, et sur cavalier fou prend B6, qu'on va voir maintenant, cavalier E5, cavalier BD4, cavalier prend, fou C6, avec du contre-jeu, et c'est vrai, tour C7, fou prend F3, tour C8, fou D8, tour prend D8, fort échec, roi E7, tour G8, tour E5. Et là, eh bien, la position va très certainement aller vers la nulle parce que on a les fous de couleur opposée, certes avec les tours, mais le pion A ne va pas avancer, et s'il avance, il se trouve sur une colonne où la case de promotion, enfin la colonne A et la case A8 n'est pas la couleur du fou, donc c'est pas la couleur de promotion, et donc les noirs vont faire nul. Voilà. Donc là c'était la ligne qui permettait, en tout cas qui dit que la prise du pion en B6 n'est pas bonne. Kasparov va jouer, Kramnik va jouer cavalier F3 D4, avec l'idée tour prend E3, cavalier prend B5, menace, on rappelle tour A8 échec, fou prend G5, mais F prend G6. Et ici, les blancs doivent avoir une finale gagnante, même s'il ne leur reste qu'un pion, c'est le pion A, mais aussi ils ont des menaces, et ils peuvent continuer. Ils ont une pièce de plus pour deux pions, et puis il y a les deux cavaliers qui peuvent agir. La position doit être gagnante. Kasparov joue tour E1 échec, roi F2, tour F1 échec, roi G2, cavalier H4, roi H3, tour H1 échec, roi G4, fou E8,
À un moment donné, ce coup est forcé. Fou F2, attaque le cavalier, cavalier G2. Donc là, nous sommes au 37e coup blanc, et Kramnik joue tour A8, qui est un coup évidemment très tentant, puisque on cloue le fou. Mais c'est un coup qui aurait peut-être permis, sans doute permis à Kasparov de s'en sortir. Ceci dit, là, il fallait continuer par cavalier F3, fou D6, fou prend B6, fou C6. Donc là, les noirs ont réussi quand même à donner une case de fuite à leur roi. Alors attention, on joue pas cavalier BD4, parce qu'il y a un petit problème avec cavalier E3 échec et mat, hein, un très joli mat. Mais on joue cavalier A5, fou D5, tour D7, tour F1, tour prend D6, fou prend F3 échec, roi G3, fou E4 et tour D4. Et là, les blancs ont un pion de plus. Il y a peut-être les fous de couleur opposée, mais il y a encore les cavaliers, donc c'est évidemment le critère de nul. Ici, ne s'applique pas. Le cavalier G2 est en danger. Voilà, il n'a pas, enfin, il peut aller en E1, mais il n'est pas bien placé du tout. Et les blancs vont pouvoir jouer pour pousser le pion avec l'appui de leur pièce mineure. Donc, on a une position qui est très favorable. Après tour A8, Kasparov joue tour F1, roi F3, et il donne échec en H4. Et là, c'est l'erreur, hein, une erreur qui est, j'allais dire presque automatique. Hein. Il donne un échec, mais son cavalier, il va rester très mal placé. Il fallait jouer cavalier F4, et oui, voilà, ce cavalier qui rebondit sur une case improbable. Cavalier D2, tour D1, cavalier C4, cavalier D5. Et les noirs arrivent à tenir le pion B6. La position est toujours favorable aux blancs, soyons clairs, mais c'est pas si clair que ça. En tout cas, les noirs peuvent s'accrocher dans cette position. Après cavalier H4, échec, et bien on va voir que Kasparov va perdre du matériel. Il a peut-être d'ailleurs envisagé comme ça. Roi E2, tour H1, cavalier B5. Là, cavalier C7 est une menace. Et Kasparov joue fou prend G5 plutôt que cavalier prend F5, puisqu'après cavalier C7, cavalier D6, eh bien il y a fou G3 qui attaque le cavalier en D6 et crée évidemment supprime. Enfin, on va supprimer le défenseur de 8. Il ne faut pas oublier qu'il y a une menace de mat. Hein. Fou prend D6, il y a tour prend 8 après qui menace de mat. Donc Kasparov, voyant ça, décide de sacrifier une pièce, mais pour éliminer un maximum de pions, ce qui peut lui donner des chances pratiques de nul. Là ici, par exemple, tour prend 8 échec, c'est tentant, mais c'est pas très bon, parce qu'après roi D7, fou prend B6, tour échec, roi D3, tour prend A2, le pion en F5 va pas tenir très longtemps, en tout cas il est en grand danger, alors que les pièces blanches sont un peu liées entre elles. Le cavalier C7 tient la tour E8 et le fou B6 doit tenir le cavalier C7 s'il n'y a pas un coup comme fou F4 qui va passer par là. Donc là les noirs vont arriver à s'en sortir. Mais après cavalier prend E8, eh bien c'est un peu plus précis, on va voir pourquoi. Cavalier prend F6, fou prend B6. Alors l'avantage aussi de cavalier prend 8 par rapport à tour prend A8, c'est que la tour A8 protège le pion A2. Et c'est le pion, évidemment, qui doit faire la différence. On est dans une finale avec une pièce de plus. C'est une finale qui est très difficile à jouer pour les deux camps, surtout pour les noirs, évidemment. Mais s'ils arrivent s'ils arrivent à échanger le pion A, ils devraient s'en sortir. Mais pas au prix d'une pièce. Kasparov joue roi D7, il ramène son roi vers l'aile dame. A4. Tour H3. Cavalier C5 échec. Roi C6, A5. Donc ici, Kramnik est en train de
de pousser son roi. Et là, on a vraiment le sentiment que Kasparov va perdre. Parce que il peut y avoir un coup comme tour C8, cavalier C7 et A6 avec la poussée des pions. Euh, ça va coûter du matériel à Kasparov. Et même si ça coûte pas du matériel, est-ce que les noirs peuvent trouver une solution pratique pour s'en sortir? Tour E3 échec, roi D1, tour E7. Et là, c'est une erreur de Kasparov, mais une erreur évidemment difficile à réfuter, en tout cas difficile à condamner. Là, on a montré que fou F4, qui couvre en fait la diagonale noire, aurait compliqué la tâche. Après tour C8 échec, roi B7, sur cavalier C7, fou prend, tour E7. Et là, c'est vrai que les noirs auraient eu d'excellentes chances de nul. Parce que d'abord, les blancs ne peuvent pas échanger les tours. Parce qu'après, tour prend E7, cavalier prend E7, le pion A5, il avance plus. Hein. Il avance plus. Mais après cavalier E4, tour C5, roi A6, tour prend F5, G5, cavalier C7, fou prend, tour E7, fou B6, G4, tour F4, F5, tour prend F5, tour G7. Là, il y a des chances, de nul pour les noirs. Alors après, moi, j'y connais rien dans ce genre de finale, mais en tout cas, on voit que les noirs ont peut-être effectivement des possibilités de s'en sortir. Bon, après, c'est évidemment du calcul. En tout cas, ce sont les analyses qui ont été données à l'époque qui montrent ça. Alors, est-ce qu'on, par exemple, sur roi E2, G3, roi F1, G2, évidemment, là, c'est bloqué. Mais c'est vrai aussi que il y a parmi les questions à poser, c'est comment forcer l'avancée du pion A. Donc en tout cas, fou F4 est considéré comme étant nul. Alors moi, je veux bien le croire. J'avoue tout de suite que évidemment, je ne peux pas l'affirmer de moi-même. En tout cas, vous le démontrez, hein, mon niveau n'est pas assez bon pour ça. Donc Kasparov joue tour E7, il se met en défense. Tour C8, roi B5. Et Kramnik joue cavalier E4. En fait, il y avait un gain, mais ce gain il était très très dur à trouver. Cavalier E4, c'est un bon coup qu'il faut jouer, mais il fallait peut-être le jouer après cavalier C7, roi E4, cavalier E4, tour prend E4, cavalier E6, roi B5, cavalier prend G5, tour F4, cavalier prend F7, cavalier prend E3, fou prend E3, tour prend F7, tour C5 échec, roi 6 et tour G5. Et là, on n'est plus dans la même finale que tout à l'heure, parce que la tour noire est plus passive. Hein. Par exemple, elle n'est pas derrière le pion G. La tour A5 protège la tour G5 protège le pion A5. Et il est fort possible d'ailleurs, que les blancs vont amener leur roi vers l'aile dame, sous la protection du fou. Et la tour noire n'aura pas la même latitude pour donner des échecs. Et qu'ensuite, eh bien, par exemple, après avoir mis le roi en B4, il peut y avoir un tour G6 échec qui repousse le roi, puis A6, puis A7, et c'est peut-être la position du fou de case blanche qui fait la différence, puisque le fou est éloigné, donc n'est pas sous l'attaque du roi A6, et que en jouant par exemple A6, A7, en jouant tour G6, après le roi en B4, A6, A7, on peut arriver à faire promotion. C'est peut-être ça qui fait la différence, mais c'est très très dur à trouver dans cette position. Ceci dit, cavalier E4 évidemment ne gâche pas la partie, en tout cas les chances blanches sont toujours pratiquement
excellente. Tour prend, tour C5, roi A6, cavalier C7, roi B7, tour prend, F5 et fou E3. C'est la défense de Kasparov. Il faut échanger les fous de case noire. Et Kasparov est prêt à donner les pions. Hein. S'il parvient à se débarrasser du pion A5, la finale tour et cavalier contre tour et cavalier contre tour est nulle. Tour prend F7, tour E5. C'est la pointe de la défense de Kasparov. S'il avait joué tour G3 par exemple, pour protéger, il y aurait eu roi E2, tour G6, A6, roi B6 et tour F8. Et oui, aux surprises, tour F8, roi prend C7 n'est pas possible à cause de A7. Et on va gagner la tour à cause de A8 dame. Et là, il risque d'y avoir le coup tour B8 échec. Ici, ce qui risque de se passer, c'est tour B8 échec. Sur roi prend C7, on a dit s'il y a A7. Et sur roi A7, eh bien oui, il y a un petit mat sympa. En B7, et voilà. Donc tour G3 n'est pas bon, tour E5. Les pions noirs servent d'appât, éventuellement de distraction s'ils avancent. Il faut éliminer le pion A5. S'il n'y a plus de pion blanc, la finale est nulle. Et là encore une fois, Kramnik va rater le gain, mais c'est un gain très dur à trouver. Il a joué à 6, mais en fait le meilleur coup c'est cavalier D5 échec. Roi A6, cavalier B4. Le pion est à bout parce qu'il y a cavalier C6 échec. Roi B5, tour F4. Donc on peut toujours pas prendre le pion A5, G5, tour G4, tour E7, A6, tour H7, tour E4, tour F7. Évidemment là il faut que la tour surveille la 7ème rangée. Roi E2, tour F8. Alors pourquoi tour F8 ? Il faut empêcher le roi blanc d'aller capturer G5. Parce que s'il capture G5, là ça va être plus compliqué. Là les problèmes de case de promotion avec cavalier et pion sont tout autres. Notez d'ailleurs une chose, une règle que les joueurs peu expérimentés peuvent retenir, c'est le rôle du cavalier. Quand un cavalier défend un pion passé, il faut que le cavalier le défende par derrière, puisque le roi ne peut pas aller le capturer, sinon le pion passé va s'envoler. Donc là, c'est la disposition idéale. Donc roi D3, tour F3, tour E3, tour F7 et roi C3. Ensuite, on peut jouer tour E5 et capturer en G5, ou alors jouer tour G3. Éventuellement, en tout cas, là, le roi avance et les blancs devraient gagner. Mais c'est vraiment très dur à trouver. Kramnik joue A6 échec, roi B6, tour prend G7. Alors s'il joue tour F8, il y a tour A5, tour C8. Là j'ai un petit problème de ralentissement. Roi C6. Vous voyez ici l'échec à la découverte, il sert à rien en fait. Cavalier E8. Sur cavalier A8, il y a roi D6, roi B6, cavalier C7, roi C6. Et les blancs n'avancent plus. Et les noirs arrivent à trouver la nulle. Donc là, Kramnik prend le pion G7. Tour A5. Roi D2. Tour A1. Roi C2. Et là, dans cette position, on dit il faut que la tour, pour faire nul, la tour elle doit rester sur la colonne A, en A2 ou en A4. Et Kasparov va jouer tour H1. C'est un coup évidemment très thématique en finale, mais ici qui ne marche pas. Mais Kramnik n'a pas trouvé le gain. Tour H1, pourquoi ? Parce qu'en fait, Kramnik aurait dû jouer le coup tour G8
Et tour G8 qui rétablit la situation. Hein, je vous avais dit, la position c'est tour B8 échec et A7. Et c'est ça qu'a raté Kasparov, c'est pour ça que tour H1 est pas bon, c'est parce que tour G8 est possible. Hein, et si on joue tour A1, cavalier D5, donc là sur roi prend A6, il y a tour A8, roi C5, et là tour G5. Et là, évidemment, on ne peut pas prendre A6 parce qu'il va y avoir l'échec à la découverte en C7. Et là, ça permet aux blancs de continuer, hein, de jouer, euh, de retrouver une position favorable. En fait, ici, ce qui va se passer, c'est que euh, on va parler de Zugzwang quasiment hein, dans cette position. Et par exemple, si on joue roi B5, eh bien on peut jouer tour G6, possiblement, avec l'idée ou tour, tour G6, avec l'idée qu'il y a C7 échec, hein, sur tour prend A6. Donc voilà comment les choses se passent. Euh, et Kramnik en fait va jouer un coup que là aussi on pourrait tout jouer parce que c'est roi B2. Mais là Kasparov joue tour H8 et là il empêche les blancs d'avancer. Et là on est au 59e coup. La partie va durer jusqu'au 74e. En fait ce qui se passe c'est que Kasparov menace aussi tour C8 et donc de chasser le cavalier, et ce cavalier qui protégeait le pion A, eh bien ça signifie la nulle, hein, voilà, puisque le pion A va perdre, va tomber. Roi B3, tour C8, A7, roi prend, évidemment, on joue pas tour prend C7, hein. Roi B4, roi B6. Là, on est final tour et cavalier contre tour, elles sont généralement nulles, très souvent nulles. Il faut connaître quelques positions, mais à ce niveau-là, évidemment, on ne se trompe pas toujours. Même si Kasparov, je crois, avait gagné contre Judith Polgar une partie avec cette finale-là, une partie qui était aussi célèbre avec la polémique sur la pièce qu'il aurait touchée, sur la pièce qu'il aurait touchée. Et voilà, donc roi A6, tour G6, roi B7, roi B5, tour C1, tour B2, roi C8, tour G7, roi D8, cavalier F6, tour C7, tour G5, tour F7, cavalier D5, roi D7, roi C5, tour C1, tour roi C5, tour C1, roi D4, tour D1, roi E5. Et les deux joueurs font nul, hein. En fait, les blancs n'arrivent pas à coordonner suffisamment leurs pièces, à la fois pour échapper aux échecs et pour essayer de mater le roi noir. Donc voilà cette partie, donc une partie qui a fait vaciller Kasparov dans ce match. Kasparov a ensuite mieux joué les parties suivantes. Je crois même qu'il avait une meilleure finale dans la 6e ou la 8e partie, avant de s'écrouler dans la 10e et de perdre définitivement le match. Voilà, il a vacillé, il n'est pas tombé, mais son trône était clairement en danger. C'était la première vidéo donc d'une partie quand même dramatique et qui est intéressante et un petit peu ardue au niveau de la finale, mais ça montre aussi qu'il faut savoir très bien les jouer et qu'à ce niveau-là, c'est vraiment pas évident non plus de jouer parfaitement. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et puis je vous retrouve prochainement pour l'analyse d'une autre partie dédiée à Kasparov. Je pense que ce sera une partie, alors pas forcément les parties que j'ai déjà analysées dans lesquelles le titre de champion du monde s'est joué, c'est-à-dire les 24e des matchs de 85 et 87, mais je crois une partie qui aurait pu également faire basculer sa carrière. Voilà, à bientôt.